Bonjour. Aujourd'hui, nous abordons les causes de la bataille. Nous sommes toujours dans la partie 4, le troisième point sur les causes. Vous voyez sur la diapositive qu'aujourd'hui nous allons parler seulement des causes apparentes, ce qu'on appelle, c'est une phrase utilisée par la critique, les beautés choquantes. Nous aborderons les causes relatives de la bataille et les causes profondes dans un autre enregistrement. Donc concernant les causes apparentes, pourquoi la pièce d'Hugo a-t-elle choqué? Vous penserez dans un premier temps à aller voir le tableau qui compare les pièces classiques et les pièces romantiques, tableau dont je vous invite à suivre le lien, tableau qui est placé dans votre plan détaillé du cours. D'abord concernant les personnages, qu'est-ce qui a choqué? La critique juge que les personnages ont une certaine incohérence psychologique, qui sont invraisemblables. Je vous donne quelques exemples qui ont été cités. On trouve que le pardon d'Hernani au roi est complètement déroutant, que sa haine disparaît trop vite. D'autre part, autre exemple, la métamorphose de Don Ruy Gomez. Au départ, c'est un digne vieillard, et il devient peu à peu incapable de se contrôler, il jette à terre sa toison d'or, son chapeau dans l'acte 1, scène 3, il déplore sur un ton plaintif son grand âge à l'acte 3, scène 1. Bref, c'est une sorte de barbon de comédie qui se transforme petit à petit en monstre vengeur. Donc ça ne paraît pas très vraisemblable. Autre critique faite là du coup à l'encontre de Donia Sol, on considère que c'est une héroïne mais qui se comporte en dévergondée. Elle accueille Hernani dans sa chambre, elle le pousse à l'enlever, elle organise elle-même l'enlèvement, elle menace son vieil oncle de le tuer, le poignard à la main, quand elle dit par exemple au vers 2077 « Malheur si vous portez la main sur mon époux ». Donc là encore, personnage un peu incohérent, invraisemblable. Même chose pour le roi, qui n'affiche pas la majesté de son rang. Son comportement semble hésiter entre celui d'un bandit et d'un grand d'Espagne. En effet, il se déguise pour entrer dans la chambre d'une femme, il soudoie sa duègne, il fait usage de violence en tentant de l'enlever, il recourt à un chantage odieux en emmenant Donia Sol comme otage. Bref, il ne ressemble pas vraiment à un roi. Tous ces éléments, a priori, heurtent un peu les gens de l'époque. Ils considèrent que ces comportements-là ne sont pas vraisemblables. Alors pourtant, cette critique contre l'invraisemblance des personnages est à nuancer. En effet, les personnages ont conscience de l'étrangeté de leur comportement. Par exemple, au vers 728, Don Ruy Gomez dit « On est jaloux, on est méchant. Pourquoi? Parce qu'on est vieux, parce que beauté, grâce, jeunesse dans autrui, tout fait peur, tout menace, parce qu'on est jaloux des autres et honteux de soi, dérision. » L'intention de Hugo est probablement de montrer le décalage entre ce qu'est profondément le personnage et le regard que les autres portent sur lui. Donc en fait, ce qui explique qu'il nous donne accès finalement au véritable caractère, par exemple, de Don Carlos, au véritable caractère de Donia Sol, véritable caractère qui ne correspond pas à l'image que les autres auraient d'eux. Donc, les personnages sont critiqués pour leur invraisemblance, même si ça semble être une volonté de la part de Hugo dans la réalité. Hugo, d'autre part, ne nous apprend jamais comment l'amour entre Donia Sol et Hernani est né, ni comment Don Carlos est tombé amoureux d'elle. Or, dans les pièces classiques, pendant le classicisme, cette information aurait été complètement obligatoire pour respecter la vraisemblance. Donc vous voyez que Hugo ne s'embête pas avec des problèmes de vraisemblance. Les personnages sont aussi critiqués pour une deuxième raison. On leur reproche leur brusque revirement. Alors, Hugo parle lui-même de psychologie des pulsions. Don Carlos, par exemple, à l'acte 4, donc c'est un jeune homme frivole, cruel, coureur de jupons, irrespectueux. Il devient à l'acte 4 complètement, subitement, un homme politique grave qui choisit la clémence, qui se transforme en visionnaire et qui porte des idées politiques complètement utopiques. Donc, changement total du personnage. Hernani, lui aussi, à l'acte 4, change complètement d'attitude. Il oublie le père à venger, le ressentiment contre le roi, et il ne songe plus qu'à aimer, à retrouver son titre et à devenir un courtisan modèle. Il dit lui-même au vers 1760 « Ma haine s'en va, je n'ai plus que de l'amour dans l'âme ». Revirement complet du personnage. Même chose pour Donia Sol. À l'acte 5, elle passe brutalement de la violence et des menaces à l'effondrement total.
Et d'ailleurs, les parodies qui sont nées à cette époque-là de la pièce Hernani rappellent ces revirements par le choix des personnages. Par exemple, dans certaines parodies, Don Carlos devient Don Patos, Dona Sol devient Quasi-folle, Hernani devient Okneni ou Ninini. Donc les noms choisis pour parodier les personnages rappellent ces revirements. Et puis Hugo fait intervenir le merveilleux à propos de ces personnages, contrairement aux règles classiques. Par exemple, il fait parler Don Carlos avec l'ombre de Charlemagne et d'Henri Gomez avec les portraits de ses ancêtres morts. Donc tout cela insiste sur le brusque revirement des personnages. Troisième élément critiqué pour les personnages, le fait qu'ils remettent en cause les rôles types du théâtre en appartenant à différents genres dramatiques. Don Carlos, au départ, on peut dire que c'est une sorte de personnage de comédie ou de vaudeville dans l'acte 1. Puis, peu à peu, c'est comme s'il devenait un méchant de mélodrame qui tente d'enlever une jeune fille innocente dans l'acte 2. Dans l'acte 3, il apparaît comme un souverain de tragédie. Et enfin, dans l'acte 4, il apparaît plutôt comme un empereur qu'on trouverait dans une pièce historique. C'est le cas pour Don Carlos, c'est le cas aussi pour Don Ruy Gomez, qui passe du statut de noble vieillard, tragique plutôt, à celui de barbon de comédie, puis de héros de tragicomédie dans l'acte 4, et puis à la fin plutôt comme un personnage, une sorte de spectre de roman noir. Même chose aussi pour Donia Sol. Au départ, elle paraît être une jeune première de comédie à la Molière ou à la Beaumarchais dans l'acte 1, et puis elle devient une innocente victime d'un mélodrame dans l'acte 2, et puis plutôt une héroïne tragique dans l'acte 3, l'acte 4, et puis dans l'acte 5, elle devient un improbable mélange de plusieurs types en fait. Donc les personnages sont difficiles à mettre dans des cases. Ils correspondent à plusieurs rôles types du théâtre en appartenant à différents genres dramatiques. Donc premier type de critique concernant les personnages. Deuxième type de critique qui a choqué et autres beautés choquantes, le non-respect de la bienséance. En fait, les personnages ne parlent pas et ne se comportent pas comme l'exigerait la bienséance. En effet, par exemple, le roi se permet des paroles déplacées sur Don Ruy Gomez. Il multiplie les jeux de mots. Exemple, je cite, « La belle reçoit le jeune amant sans barbe à la barbe du vieux ». Donc un jeu de mots. « Serait-ce l'écurie où tu mets d'aventure le manche du balai qui te sert de monture ?» Donc Hugo place le roi dans un placard comme un vulgaire amant de vaudeville et il le fait utiliser des jeux de mots. Donc évidemment, ça ne respecte pas la bienséance. Don Ruy Gomez utilise les mots d'un jeune amant, ridicule dans sa bouche. Hernani, alors qu'il retrouve son titre et son palais, semble préoccupé par des soucis ménagers, des soucis prosaïques triviaux. Hugo écrit vers 1932, il fait parler Hernani, il écrit « Je rallume le feu, je rouvre les croisées, je fais arracher l'herbe au pavé de la cour ». Donc discours trop quotidien, trop prosaïque, qui ne respecte pas la bienséance. Donia Sol elle-même arrête plusieurs fois son amant pour se préoccuper de son manteau et des caprices de la météo. Au vers 41, « Jésus, votre manteau ruisselle, il pleut donc bien ?» Tous ces éléments-là ne correspondent pas à la bienséance qui doit normalement être appliquée dans les pièces au XIXe siècle. Ça choque évidemment. Troisième élément choquant pour les critiques de l'époque, l'expression de l'amour. L'amour est évoqué sans détour, comme un sentiment très fort. Ça fait rire un peu le public. Par exemple, dans l'acte 2, scène 4, « Je reste et je resterai tant que tu le voudras ». Ou bien à l'acte 5, scène 5, « Et que ferai-je moi cette nuit? J'en mourrai ». Donc l'expression amoureuse exprimée sans détour a tendance à choquer. Également, l'expression imagée de l'amour, la façon dont Hugo utilise des images pour représenter l'amour. Par exemple, au vers 1773, 1774, 1775, et puis dans l'acte 4, scène 4, vous retrouverez des éléments qui expriment de façon imagée l'amour. Ça va un petit peu perturber aussi les spectateurs, en tout cas les classiques. Autre critique concernant la manière dont Hugo traite les grands de ce monde. Don Carlos utilise un langage bas. Il y a une apposition entre bourreau et seigneur dans la pièce. Évidemment, l'association des deux heurte évidemment la sensibilité des classiques. Hugo fait dire à Don Carlos l'expression seigneur bandit. Dans un même oxymore, on associe les grands de ce monde, les seigneurs, avec des bandits. Donc l'oxymore va évidemment choquer le public.
Ce qui va choquer également, ce sont certaines scènes et certaines répliques. La scène des portraits en particulier, qu'on juge trop peu théâtrale, qu'on trouve trop descriptive, trop épique, comme une sorte de curiosité finalement. On pense qu'elle s'intègre peu dans la pièce. Autre scène qui pose problème, le monologue fleuve de Don Carlos, un monologue extrêmement long qui est difficile à interpréter. Donc ces deux scènes ne sont pas appréciées. La même chose pour les répliques. On juge la longueur des répliques excessive, en tout cas de certaines répliques. Dans les parodies, en particulier dans celle qui s'intitule Nini ou le danger des Castilles, qui est écrite par Descourcy, Depetit et Carmouche, on écrit « Je parle et parlerai plus que tu ne voudras ». Donc c'est évidemment une allusion à la longueur de certaines répliques. Ce qui est critiqué également, c'est le mélange des styles. On juge la pièce entre grotesque et sublime. Alain Vaillant dira « Chaque personnage incarne et intériorise le couple ambivalent du grotesque et du sublime ». Donc dans cette pièce, on remarque que le comique et le tragique sont mêlés, qu'on mêle la poésie, le lyrisme avec la trivialité, et ça va choquer. Le drame est pour Hugo le lieu par excellence le lieu où on peut faire rencontrer deux principes. Il écrit lui-même le drame qui fond sous un même souffle le grotesque et le sublime. Donc il imagine une nouvelle conception de la beauté, une beauté qui mettrait à égalité, à stricte égalité, la chair et l'esprit. Donc il utilise cette association entre le grotesque et le sublime, mais de manière originale, ce qui va décontenancer le public. Il ne s'agit pas de faire alterner les scènes comiques et les scènes tragiques, donc les scènes triviales et les scènes sublimes. Ce sont en fait les mêmes scènes et les mêmes personnages qui vont offrir le comble du grotesque et le comble du sublime. Et les moments qui vont faire particulièrement rire le public en 1830, des moments qui vont les déranger, ce sont les moments où le grotesque fait irruption dans un moment sublime. Par exemple, le roi qui représente l'esprit de Charlemagne demande l'heure, il se cache dans une armoire. Ou bien une aristocrate qui ressent un amour absolu, Donia Sol, se préoccupe du manteau mouillé de son amant. Ou bien on place dans la bouche d'un noble une réplique très familière. Par exemple, acte 2, scène 1, Don Carlos, est-il minuit? Ou bien plus tard, vous devez avoir froid, ou fais sécher le manteau. Des termes trop prosaïques dans un contexte dramatique vont choquer. Par exemple, au moment de boire la fiole, Don Yassol à la fin utilise le mot lit, qu'on trouve beaucoup trop prosaïque, beaucoup trop trivial à cette époque-là. On mélange aussi... Le comique ou le trivial va être présent par l'autodérision du personnage. C'est Don Ruy Gomez qui va s'apitoyer sur son âge dans l'acte 3, scène 1. Ou bien Hernani qui va revendiquer ses anciens titres et en fait il dit « En effet, j'avais oublié cette histoire » dans l'acte 4, scène 4. Et dans le courrier des théâtres du 26 février 1830, donc dans un des journaux de l'époque, un journaliste va écrire « C'est tantôt Shakespeare et tantôt Turlupin ». Alors Turlupin, c'est un acteur célèbre au XVIIe qui interprétait des rôles sérieux, mais aussi des personnages de farce, des personnages de bouffons, etc. Donc on voit bien que dans la presse, ce qui choque aussi, c'est cette alliance du sublime et du grotesque. Ce sera d'ailleurs repéré dans les parodies. Par exemple, dans la parodie qui s'intitule Arnali, dans cette parodie, il est écrit « Les amants mangent boulettes empoisonnées ». Le mot colique rime avec tragique ou avec héroïque. Donc on mélange, là encore, de manière encore plus parodique, le grotesque et le sublime. Le dernier aspect qui sera critiqué, c'est la violence faite aux vers. En 1885, Hugo sera très critique envers la versification traditionnelle. Il écrira « J'ai pris la Bastille de rime, j'ai jeté le vers noble au chien noir de la prose ». Il dit clairement « Je jette l'alexandrin ». Il se présente à ce moment-là comme un versificateur révolutionnaire. Il attaque l'alexandrin et prétend faire basculer la balance de l'hémistiche et échapper à la césure. Mais ça, c'est en 1885. C'est bien plus tard qu'Hernani.
Vers 1827, Hugo n'est pas aussi catégorique. En fait, il défend l'usage de l'alexandrin dans le drame, contrairement à d'autres romantiques. Il écrit par exemple dans la préface de Cromwell, il décrit l'alexandrin comme, je cite, « la forme optique de la pensée ». Voilà pourquoi il convient surtout à la perspective scénique. Il communique son relief à des choses qui sans lui passeraient insignifiantes et vulgaires. Donc en fait, en 1827, il a l'intention de garder l'alexandrin. Donc il a des propos qui ne sont pas complètement révolutionnaires. Il garde des éléments de la versification traditionnelle. Par exemple, il est très attentif au mètre pour respecter le décompte des syllabes. Il utilise par exemple encore sans e au lieu de encore avec un e pour respecter le décompte des syllabes. Il utilise souvent la diérèse, par exemple au vers 1403, toute prédiction du sorcier le plus fin, ou bien au vers 1581, ou plutôt laisse-moi seul dans ton sanctuaire. Donc, il veut respecter le décompte des syllabes. Il reste fidèle aussi à la rime. Il utilise assez souvent des rimes riches, par exemple funèbre, ténèbres, donc des rimes riches très fréquentes. Et puis, il respecte dans la majeure partie des vers la forme canonique de l'alexandrin, c'est-à-dire, c'est Boileau qui l'écrit, que toujours dans vos vers le sens coupant le mot suspend de l'hémistiche en marque le repos. C'est-à-dire des alexandrins divisés en deux parties égales et coupés après la 6e syllabe. Donc, il respecte en général la forme canonique de l'alexandrin. D'autre part, il utilise souvent l'hyperbate. L'hyperbate, c'est un procédé souvent utilisé par Corneille, un procédé poétique. Par exemple, au lieu d'écrire « il reste une étincelle de l'incendie éteint », il fait l'inversion, il inverse les deux hémistiches. Il va écrire « de l'incendie éteint, il reste une étincelle ». Donc, il utilise des procédés relativement traditionnels. Pourtant, il souhaite se démarquer, il souhaite se démarquer de la prose qui est utilisée dans la comédie et dans le mélodrame. Pourtant, il n'est pas complètement traditionnel. Il utilise des éléments nouveaux. Donc, ce qui le démarque de la versification traditionnelle, c'est d'abord qu'il n'hésite pas à disloquer le vers. Il n'hésite pas à rompre la monotonie de l'alexandrin classique. Il veut libérer le vers, le rendre plus naturel, plus vrai. Il veut retrouver la spontanéité de l'oral. Henri Méchonic va écrire « Il introduit dans le vers des expressions, des modulations de prose ». Donc il disloque le vers, il brise le propos, déplace la césure. D'autre part, autre originalité, il utilise fréquemment le trimètre, c'est-à-dire un vers décomposé, un alexandrin, décomposé en 3 groupes de 4 syllabes. C'est une innovation des romantiques et c'est une innovation dont la paternité va être attribuée à Victor Hugo. Alors le trimètre donne l'impression d'une allure heurtée, hésitante, voire d'un désarroi, donc il va l'utiliser à plusieurs reprises. D'autre part, autre innovation, il utilise très fréquemment l'enjambement, le rejet en particulier, qui tend à effacer la rime et qui rapproche le vers de la prose. Et Théophile Gautier, qu'on connaît bien maintenant, signale que la bataille commença dès les 2 premiers vers de la pièce. Ces 2 vers, ce sont « c'est bien à l'escalier », dérobé. Donc on voit l'enjambement, le rejet du mot dérobé qui va heurter le public. Alors bon, avec le recul, on ne sait pas si c'est vraiment exact, on y reviendra, cette scène-là. En tout cas, c'est Gautier qui la signale dans ses mémoires, on va dire, dans ses écrits. Autre élément fréquemment utilisé par Hugo, la ponctuation marquée. Il va utiliser des points d'exclamation extrêmement nombreux et des tirets nombreux, bien plus nombreux que dans les pièces classiques. Donc voilà les innovations principales utilisées par Hugo. Alors elles vont poser problème aux acteurs qui sont habitués à jouer des tragédies classiques, parce qu'évidemment la diction ne va pas du tout être la même, mais elles permettent à Hugo d'orienter le jeu des acteurs selon sa volonté. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas de metteur en scène à l'époque, et que Hugo assistait aux répétitions et qu'il donnait de nombreuses directives aux acteurs. Donc évidemment, ça va être complètement important. À ce moment-là, ces innovations vont poser problème. Et puis, le caractère prosaïque de la versification a surpris les contemporains. Ils s'en moquent parfois. C'est un critique qui va dire, par exemple, « Et quoi, dès le premier mot, l'orgie en est déjà là. On casse les vers et on les jette par les fenêtres. » Ce sera un classique qui va écrire ça.
Les innovations concernant le verre n'ont donc pas réellement choqué les contemporains. En fait, ils ne font que les mentionner. Ce ne sont pas les éléments principaux qui vont heurter le public. D'ailleurs, les critiques, y compris les plus malveillants, vont concéder à Hugo un certain génie poétique. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'éléments qui posent problème, des éléments qui sont plus ou moins graves, qui vont plus ou moins choquer, mais ce ne sont que des causes apparentes. Vous avez bien compris que les causes profondes et les causes relatives ne sont pas évoquées ici, hein, puisqu'on reconnaît à Hugo un véritable talent, bien sûr. Nous y reviendrons donc à ces causes relatives et profondes dans un autre enregistrement. Je vous souhaite une bonne fin de journée.